plus de déchets organiques que dans les autres déchets. Deuxième spécificité, c'est la place très importante de l'économie informelle. Je vous ai parlé tout à l'heure des chiffonniers. Il y a partout dans le monde euh, une économie informelle qui est liée à la gestion des déchets. Et en Afrique plus qu'ailleurs, on parlait tout à l'heure de réemploi dans les stratégies européennes. Bah, la stratégie du réemploi, elle est très optimisée en Afrique. J'ai eu l'occasion, par exemple, d'étudier des déchets de villes africaines et on me disait, mais regardez cette bouteille d'eau que là je vais utiliser aujourd'hui, elle va être prise par les gens qui font le ménage, qui vont l'utiliser peut-être pour mettre des jus, puis après elle va servir à mettre de l'huile, puis un jour elle va servir à mettre de l'essence. De toute manière, elle deviendra un déchet. Mais effectivement, ça limite le volume de consommation de déchets. Donc cette économie informelle, elle va trier, récupérer, réemployer. Et donc, euh, euh, en matière de ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire, elle est très, très en avance par rapport aux objectifs qu'on peut essayer de développer en Europe. Troisième, troisième caractéristique très importante, les ressources fiscales sont très faibles. Moi, je disais tout à l'heure que nous consacrions des habitants de la région parisienne 100 euros par habitant, de manière un peu indolore, parce que c'est noyé dans les taxes locales. Mais 100 euros, c'est très important. Et c'est une somme considérable si on ramène ça à des budgets et à des niveaux de taxes qu'on peut avoir dans un grand nombre de pays. Donc, si on prend ces trois caractéristiques principales, donc beaucoup d'organique, la place de l'économie informelle, des ressources fiscales très faibles, voire inexistantes dans un certain nombre d'endroits, ou juste capables d'organiser une collecte, de payer une collecte, on se retrouve avec une situation qui est d'autant plus difficile que l'augmentation des volumes est vertigineuse. Je l'ai dit tout à l'heure, le déchet, c'est la ville, et en tout cas les modes de vie urbains, l'explosion du nombre d'habitants les, euh, dans les villes africaines bah, crée une génération de déchets absolument fabuleuse. Et le principe du déchet, c'est qu'il arrive tous les jours. Donc, chaque jour, des millions d'habitants, euh, et ça va très très vite. Hein, quand j'ai pris en compte, par exemple, une étude qu'on a fait à Bamako, on était sur un quartier de Bamako et les études qui avaient été faites quelques années avant de projection de la population parlaient de 120 000 habitants à l'horizon 2025. On était, avec la situation au Mali, où il y a eu des phénomènes de guerre, des phénomènes de concentration urbaine très forte, on avait déjà en 2016 400 000 habitants. Donc évidemment, si on paramètre, même dans un pays où les gens produisent assez peu de déchets, évidemment par rapport à l'Europe ou même à d'autres pays africains, mais quand on paramètre des services urbains pour des objectifs de 120 000 habitants et qu'on n'arrive déjà pas à gérer ça et qu'on est déjà à 400 000 habitants, vous pouvez imaginer les problématiques que ça peut poser. Deuxième problème lié à cette explosion urbaine, eh ben, c'est la prolifération des plastiques. Les plastiques, dès qu'on se promène en Afrique, on en voit partout, par terre. Alors il y a une partie qui est recyclée, qui a une valeur, mais cette prolifération des plastiques est terrible parce qu'elle donne lieu à euh, euh, différents désordres très importants. D'abord, souvent, ces plastiques se retrouvent dans les terres agricoles, et y compris quand il y a des pratiques de maraîchage un peu sauvage où on met
on met les déchets avec les plastiques. Bon, au bout d'un moment, ça isole la terre et donc ça empêche l'eau de pénétrer avec des conséquences très importantes sur l'agriculture. Mais en même temps, ces plastiques, ils sont partout, avec les désagréments que ça peut apporter aux populations. Et ils sont brûlés souvent de manière un peu sauvage. Il y a du plastique qui brûle, c'est quand même un problème extrêmement important. Et d'autre part, ils sont souvent charriés par les fleuves. Et un fleuve comme le Niger, par exemple, fait partie des trois ou quatre fleuves qui apportent à peu près, j'ai lu dans une étude l'autre jour, je crois que c'est 50% du plastique qui arrive dans les océans vient de quelques fleuves, dont le Niger et un ou deux autres en Afrique, et puis en Amérique latine et en Asie. Donc vous voyez, l'enjeu du traitement de ce plastique est un enjeu considérable. Troisième problème qui est lié à cette urbanisation, mais c'est la multiplication des décharges sauvages. Alors ces décharges, dans les villes, dans beaucoup de villes africaines, ben, c'était des décharges qui étaient dans un coin, dans l'autre. Bon, on les voyait pas trop. Elles étaient là, bon, mais la densification de la ville fait qu'aujourd'hui, ben, elles sont beaucoup plus importantes et elle pose un problème considérable aux habitants qui veulent plus vivre dans les déchets. Et puis, elle demande une gestion qui est extraordinairement coûteuse et souvent les budgets des collectivités locales sont inexistants pour les traiter. Alors vous me direz, comment se fait-il que d'un côté, en Europe, si on prend l'Europe, on a un système qui fonctionne assez bien, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était très cher, et même s'il y a des exemples d'endroits où ça ne fonctionne pas très bien. On a l'exemple de Naples, par exemple, qui a été une catastrophe pendant des années. On a des exemples comme la Corse, qui met les déchets en balle et n'arrive pas à traiter ces déchets. Donc il y a des contre-exemples qui fonctionnent bien, mais on se dit, mais pourquoi, alors qu'on a des fleurons industriels et des grosses entreprises qui sont très performantes, elles ne viennent pas en Afrique? Eh bien, je pense qu'on est dans une raison très simple, c'est que il n'y a pas les ressources fiscales pour même adapter la question de la gestion des déchets en low cost. Je prends un exemple très simple. Euh, je reprends l'exemple de Bamako, où il y a une décharge qui est à 35 km de la ville. Le prix du gasoil à Bamako est le même qu'à Paris. Un camion poubelle euh, consomme à peu près 70 litres au 100 à peu près. Donc ça veut dire qu'un camion poubelle qui va faire sa tournée et qui va aller se vider, il fait 35 km retour. Avec un prix du gasoil comme en France, c'est tout à fait ingérable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gestionnaires, ils en mettent un petit peu partout et très peu vont à la décharge. Mais c'est le cas dans beaucoup de villes. J'étais euh, à Cotonou fin février, avant le confinement, et ils ont exactement le même problème. La décharge se trouve, faut faire le tour de la lagune, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de déchets se retrouvent dans la lagune parce que c'est beaucoup moins loin que d'aller faire les 25 ou 30 kilomètres pour aller à la décharge. Donc, il n'y a pas de recettes fiscales, donc les entreprises ne viennent pas, ou très peu, et elles répondent à des appels d'offres qui sont souvent conçus avec euh,
deux biais qui ne permettent pas de résoudre la situation réelle. Le premier biais, c'est l'étude internationale, et il y en a des en permanence qui sont faites financées par la Banque mondiale, les grandes institutions internationales, la Commission européenne, etc., qui disent, ben voilà, ils savent décrire parfaitement la situation, ils savent décrire de manière incertaine l'évolution des populations, et ils disent, voilà, devant tant de volume de déchets, il faut construire des cathédrales, ce que j'appelle les cathédrales à déchets, c'est-à-dire des grosses installations de déchets qui vont faire venir les déchets de loin. Mais après, une fois qu'on a fait l'étude, comme il n'y a pas de recette fiscale, eh bien, le modèle de gestion européen projeté ne peut pas s'appliquer. Parce que qui va aller investir dans un... Même si, imaginons que ça soit la Banque mondiale ou autre qui fasse des dons, ou la Banque islamique de développement ou autre, qui fasse don d'un équipement, il faut quand même l'exploiter. Et s'il n'y a pas de recette de rentrée, eh bien, personne ne va aller s'engager dans un projet aussi aventureux. Donc, on reste dans des systèmes avec des décharges, et souvent, je l'ai dit tout à l'heure, pas très bien ficelés, et on se retrouve devant une impasse qui essaye d'être comblée par de multiples initiatives qui sont souvent très généreuses, très bien construites, de micro-initiatives. Donc là, c'est un projet de compost, là, c'est un projet pour faire des briques, là, c'est un projet pour transformer des plastiques voilà. Vous en connaissez, vous en avez vu des tas, ils sont très intéressants tous, ils sont soutenus parfois par des collectivités territoriales françaises, par des institutions, par des entreprises. Mais ils sont parfaitement intéressants, mais il s'occupe de 1% du problème. Et le problème de 99%, il n'est pas réglé. Donc il faut aujourd'hui changer de regard, je pense, et changer de modèle. Et si la situation ne change pas, ben, je pense on va aller vers des catastrophes écologiques importantes. Donc, on a besoin de changer le regard sur les déchets. Je pense que euh, les, les- les années qui viennent, ça a déjà commencé, on va avoir des évolutions très importantes dans la manière d'aborder la gestion des déchets en sortant, en s'écartant du modèle sanitaire. Il faut dépasser le modèle sanitaire, donc dépasser la vision de la gestion du flux de déchets pour s'en débarrasser. Ça coûte trop cher. Pour une vision sur l'analyse de besoins locaux. Et les besoins, ils ne manquent pas. Ils peuvent être de matières premières à recycler, ils peuvent être d'énergie, ils peuvent être de carburant. Et avec tout ça, avec tous ces produits-là, tous ces besoins-là, bien analysés, on peut les satisfaire à partir des déchets. Parce que dans les déchets, il y a euh, tout un tas de possibilités de valorisation ou de recyclage. Et je pense qu'il faut ne plus regarder cet immense volume de déchets comme un problème insurmontable, mais plutôt comme un champ de possibles pour créer des projets industriels. Et là, on sort de la gestion des déchets. Je pense que les communes auront toujours la charge de ramasser les déchets, de les collecter. Mais il faut que se multiplient des initiatives qui vont transformer ces déchets en différents produits et sous-produits. Les déchets deviennent donc une matière première, et c'est à partir de là qu'on peut concevoir la mise en place de filières extrêmement saines pour valoriser des déchets et avec des gens qui peuvent gagner de l'argent en développant ces projets. Et c'est ça qui est important, c'est de créer une économie non pas du déchet, mais de la valorisation des déchets. Trois phases pour moi sont importantes.
D'abord, il y a le recyclage. Donc, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui commencent à être très performantes en Afrique, puis qui sont en train de se développer. Je pense par exemple à AGR, une société avec qui on est en contact au Togo. Bon, ben voilà, on part d'une logique de recyclage d'un certain nombre de flux, de vente sur les marchés internationaux d'un certain nombre de matières qui sont rares, de recyclage locaux, et petit à petit, on met en place des systèmes de recyclage et donc de tri. On est en train d'essayer de voir avec eux comment on peut optimiser le tri dans des centres qui soient dédiés dans les communes. Il y a aussi, je voudrais citer un exemple très intéressant, qui est un exemple thaïlandais, Wang Panit. Je ne sais pas si vous connaissez Wang Panit, c'est une multinationale du recyclage. Une multinationale passionnante, c'est-à-dire qu'ils sont partis il y a 25 ans de petites échoppes où ils rachètent avec un cours, il y a une centaine de produits qui ont une valeur très faible. Chacun peut venir et dire, bah voilà, j'ai, je sais pas moi, une selle de vélo. Donc avec la selle de vélo, ils vont la vendre. Il y a une cotation pour le cuir, pour le métaux, etc. Donc tout est, beaucoup de produits sont rachetés et rentrent après dans des filières de recyclage. C'est intéressant en panique parce que sont des licences, donc on peut adopter leur modèle. Ils se développent partout en Asie, mais ils sont aussi en train de commencer à se développer euh, euh, en Afrique. Et je crois que tous ces modèles de recyclage, eh bien, existent en Afrique, mais peuvent se développer encore beaucoup plus aujourd'hui. Après, on a une montagne, et on en parlait tout à l'heure, on a une montagne d'organique. L'organique, on peut en faire du compost, c'est très important, d'autant plus si on arrive à faire des collectes séparatives. Le problème du compost, c'est que souvent, il a assez peu de valeur marchande pour être traité de manière massive et qu'on traite tout euh, et si on veut traiter toute la masse des déchets organiques, on ne peut pas y arriver avec seulement le compost. Donc faire du compost, c'est très bien. Quand on a un marché pour le compost, c'est bien. C'est vraiment une stratégie très intéressante, sachant que pour faire du compost, il faut quand même de l'eau et que dans un certain nombre de régions qui manquent d'eau, faire du compost, ben, du coup, ça devient très difficile. Par contre, on peut, avec les déchets organiques, avec des technologies assez simples, avec des outils qui sont aujourd'hui pas très chers, pas chers, transformer en biochar, qui peut servir à l'agriculture, et pour créer du charbon. Or, ce charbon, il a une valeur d'autant plus importante qu'il y a un certain nombre de régions entières qui souffrent de déforestation très importante, avec des populations qui augmentent, qui vont de plus en plus loin pour trouver du bois. Là, on peut, dans ces masses de déchets considérables, eh bien, sortir à peu près 150 kilos pour une tonne de déchets organiques. Donc là, il y a un vrai business à faire qui peut servir dans des chaufferies, parce qu'il y a un certain nombre de chaufferies électriques, de génération électrique qui utilisent le charbon en Afrique, qui peut servir dans les cimenteries. Les cimentiers sont très friands de ce matériel, qui peut servir pour des usages plus domestiques. Après, on a tout ce qui est euh, plastique, dont on a dit tout à l'heure que beaucoup n'étaient pas recyclables et qui pose un problème majeur. Or, aujourd'hui, on a des technologies relativement peu chères qui permettent de transformer ces plastiques en carburant, en fuel lourd, mais aussi avec des petits systèmes de raffinerie. En, Avec des systèmes de raffinerie, on peut les transformer en essence, en gasoil, et donc
avoir une utilité immédiate dans un certain nombre de pays, moi je pense. Dans tous les pays africains où je vais, il y a des milliers de petites mobylettes. Bon, ben voilà, on peut, à partir des déchets, faire de- des carburants pour ces mobylettes, mais aussi on peut faire du gasoil pour des générateurs électriques, on peut faire des sous-produits qui vont permettre de faire tourner des pêches ou des choses comme ça. Donc il y a à chaque fois une capacité technologique qui existe, avec des produits, des technologies qui existent dans les pays européens trop chères, donc ça il faut bien se le dire, c'est malheureux, c'est comme ça, souvent trop cher. Mais on a dans plusieurs pays évidemment en Chine, qui est leader maintenant sur ce marché comme dans bien d'autres, avec des outils qui peuvent être très adaptés à des mises en place de stratégies de développement d'entreprises pour transformer tous les types de déchets en sous-produits. On peut également produire du gaz. Et il y a évidemment la méthanisation qui est un système qui peut être très performant et qui peut être assez peu coûteux. Il y a y compris des entreprises françaises avec lesquelles on commence à travailler qui développent des méthanisations peu chères. Donc voilà, on peut développer des stratégies de valorisation. Et je pense qu'il n'y a qu'avec cette logique d'économie circulaire, c'est-à-dire de stratégie de création de richesse à partir de déchets, mais pas en s'occupant des déchets, c'est-à-dire en s'occupant du marché local. Et la vérité dans une ville ou dans une région va ne pas être forcément la vérité de la ville d'à côté. Un exemple, si on a des plastiques, si on fait un tri séparatif de plastique, on près du port et qu'on peut exporter, par exemple, sur le marché international, ce plastique, ça n'est pas la même chose que si on se trouve à 2500 km du premier port et si on fait ce tri de plastique et qu'on n'a pas de possibilité de le transformer localement, si le plastique doit faire 2500 km, évidemment, il aura perdu toute sa valeur. Donc à chaque fois, il faut repartir des besoins locaux. De quoi on a besoin? Est-ce qu'il faut des carburants? Est-ce qu'il faut du charbon? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets? Et repartir avec des projets industriels. Vous voyez, on est très loin de la gestion sanitaire des déchets. Mais ça, c'est une approche dont on mesure, nous, tous les jours, que voilà, se développe et elle se développe partout dans les pays du Sud. Je pense que euh, c'est malheureux, mais aujourd'hui, les stratégies de coopération internationale en matière de gestion de déchets, ça ne peut pas être de prendre les systèmes qu'on a en Europe et de dire on va les calquer dans les pays du Sud et en Afrique en particulier, parce que ça n'a pas de sens sur le plan économique. Je parlais tout à l'heure de la benne à ordures. Bon, ben, une benne à ordures, par exemple, qu'une collectivité locale va donner de France, par exemple, qui va donner dans un pays africain à une ville, ça peut être un cadeau empoisonné. Parce qu'il n'y aura pas l'essence qu'il va falloir pour mettre dedans. Par contre, ça peut être beaucoup plus intelligent de développer des stratégies avec des petits, des petits engins motorisés, mais qui vont partout, alors que la benne, elle ne va pas dans les ruelles, etc. Donc voilà, il faut chaque fois rentrer, rompre avec le modèle de gestion européen pour repenser les choses de manière différente. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe partout. Nous, on a le plaisir de travailler euh, euh, un petit peu en Asie, mais pas mal en Amérique latine et un peu en Afrique. Et on voit bien que se développent partout des stratégies extrêmement différentes et toutes basées sur la même logique, c'est-à-dire d'aller chercher les déchets et d'essayer de créer de la valeur. Donc ça avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de difficultés, mais en tout cas la piste elle est là. Et je pense que des filières, enfin je ne pense pas, je suis sûr que des filières peuvent se créer extrêmement utiles et performantes et avec des gens qui vont gagner de l'argent sur les déchets et rendre un service considérable
à la collectivité. Parce que si on arrive recycler et traiter et valoriser 70, 80, voire 90% du volume de déchets produits dans une ville en créant des valeurs, d'abord en créant des emplois, puis en créant des produits qui ont une valeur locale, ben, je crois on fait un job économiquement rentable, mais socialement extrêmement utile. Et je pense que beaucoup de gens en Afrique qui aujourd'hui ont développé, et j'en vois hein, dans euh, dans les contacts qu'on a, qui ont développé des business lucratifs en Afrique et qui veulent investir en Afrique, donc qui ont gagné de l'argent, qui gagnent de l'argent en Afrique, qui sont des entrepreneurs, comprennent que là, il y a sans doute un gisement de business extrêmement important à faire et ils commencent à s'investir sur ces questions. Alors après, il y a un sujet euh, euh, qui me semble important de noter, c'est que tous ces projets, si on parle de projets industriels, de transformation de, de déchets en charbon, en fuel, en gaz, etc., euh, si on ne part pas de déchets, de centres trop importants, y compris pour les raisons de transport, hein, le transport, c'est l'ennemi de la gestion des déchets. Donc, avec des unités qui sont un peu décentralisées, ce sont des projets industriels. Donc, ce ne sont pas des projets qui rentrent dans les stratégies aujourd'hui, Banque mondiale et autres, donc, y compris dans des financements Banque mondiale et autres. Mais je vous ai dit tout à l'heure que souvent, ils allaient à des impasses, si ce n'est de requalifier des décharges, mais c'est à peu près tout. De l'autre côté, ils sont trop importants pour des projets de type ONG. Donc, il y a un manque cruel, et c'est là aujourd'hui où on rencontre la plus grande difficulté, c'est comment financer des projets qui vont être à 8 millions, 10 millions, 15 millions, voilà, en gros entre 5 et 15 millions pour monter des plateformes avec un petit centre de tri, une unité de carbonisation, voire une unité de transformation des plastiques, qui va faire autour de 80 000 tonnes. Donc aujourd'hui, une des bonnes nouvelles, et on y travaille depuis quelques années, c'est qu'il y a des fonds qui sont en train de se créer pour soutenir des projets de cette forme-là. Et c'est en particulier le cas d'un fonds qui va s'appeler SNCF, je vous le dis, c'est un peu en, en prime. Ce fonds est porté par le R20, qui est la fondation qui est présidée par Arnold Schwarzenegger, qui avait été créée par 20 régions. Et justement, ils ont fait cette analyse. Nous, on a travaillé avec eux comme experts pour eux sur plusieurs études. Ils ont fait cette analyse que ben, entre le projet de type ONG, même bien foutu, mais qui ne change pas la donne, et le méga projet qui sera jamais finançable, il n'y avait rien. Et donc, ils travaillent à la mise en place avec le GCF, qui est l'organisation de l'ONU pour le climat, à la constitution de ce fonds qui devait, ben voilà, il devait être lancé aujourd'hui. Et pour des raisons de Covid, il va être lancé dans un mois ou deux. Mais je pense que dans les mois qui viennent, on va avoir accès à un fonds qui sera susceptible de financer des projets industriels tels que je les ai décrits dans mon allocution, dans ma présentation. Euh, voilà peut-être ce que je vous pouvais dire de manière préliminaire. Je pense que je suis dans le temps. Et évidemment, je serais ravi de répondre à votre question si le système fonctionne bien pour ça. Alors, je dirais aussi que Edutrace nous a demandé, et on l'a fait avec un grand plaisir avec Charlotte Salon qui travaille avec moi, d'organiser un MOOC justement autour de l'économie circulaire et de la création d'entreprises autour de l'économie circulaire, donc qui sera aussi axé sur la mise en place d'entreprises autour de la valorisation des déchets.
Et donc, j'espère aussi que cette présentation aura donné l'envie à quelques-uns en ce mot, de travailler avec nous. On les aidera bien volontiers à essayer d'avoir plus clair dans leur projet. Je vous remercie beaucoup et puis évidemment, euh, je suis là pour répondre à vos questions. Et bonjour Myriam. Bonjour. Je pense qu'on peut s'écouter. Oui, j'ai pas de questions particulières. Par contre, c'est vraiment intéressant et motivant dans la mesure où il y a beaucoup d'initiatives donc qui sont en train de se mettre en place, en particulier sur les plastiques. La grande ressource de plastique, il y a tout de même tous les polyéthylènes haute densité qui sont très très bien recyclables. Après, il faut encore trouver des filières pour les réutiliser. Euh, voilà. Alors ça, c'est tout à fait dans la ligne, enfin, dans la droite ligne de ce que je disais, c'est-à-dire que il faut à chaque fois partir de la réalité locale et voir les possibilités Oui, de recyclage, d'exportation de réalité économique. Et oui. ce qui va être vrai à un endroit ne sera pas vrai à un autre. Alors, il y a toujours en grande quantité un marché pour les tuyaux de toutes sortes, Exact. que ce soit d'évacuation ou amener de l'eau, d'assainissement, enfin, qui ne demandent pas de contact alimentaire parce que c'est le problème du contact alimentaire qui est souvent problématique. Peut-être une autre. Boris, c'est ça? Oui, Il oui, allô? faut parler un par un. Votre nom est parlé. Alors en fait, c'est vous qui réactivez le son avec moi apparemment. Donc j'arrive pas à me déconnecter pour laisser. Qui est-ce qui prend la parole? Roosevelt. Allô, je peux intervenir? Oui, Roosevelt, à toi. Oui. Roosevelt, Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, monsieur Erika. on s'est rencontrés à Cotonou et il travaille sur un projet intéressant de transformation sur plastique. OK. Merci, monsieur Erika. Merci à la de compétences. Moi, c'est Sauvi Roosevelt et je travaille déjà au projet. Mais moi, ma spécialité, c'est que même dans les communes les plus profondes du Bénin, et actuellement avec l'agence d'aide de développement, on est en train de mettre en place de petites plateformes qui permettent aux villageois du fond du Bénin de ramasser leurs déchets plastiques et de les transformer en matériel pour l'agriculture. Donc, il y a de petites techniques que nous sommes en train de mettre en place dans ces zones reculées pour leur permettre de ne pas toujours vouloir transposer leurs déchets de leur village ou de leur commune vers Cotonou, Parakou ou bien Nati. Mais actuellement, il y a 3 communes qui seront dotées bientôt de matériel pour pouvoir transformer leurs propres déchets. Maintenant, moi, ma question à M. Eric, c'est est-ce que la structure de financement va financer aussi des particuliers comme moi? Oui, en fait, en particulier, faut une structure porteuse du projet. Vous savez, aujourd'hui, les structures de financement, elles ont besoin d'avoir la certitude de l'acceptation du territoire, c'est-à-dire que les autorités locales, l'endroit où on se positionne, il faut avoir un avis favorable, il faut avoir un accès aux déchets qu'on veut valoriser,
et à répondre évidemment aux règles environnementales du pays et apporter sa crédibilité par rapport au business plan qu'on est capable de produire. C'est-à-dire que monter un projet qui ne va pas avoir sa réalité économique, ça ne sert à rien de le financer. Il faut donc faire une étude du marché préalable sur la valeur des produits et comment dirais-je, la qualité des clients potentiels qui vont acheter ces produits. Et à partir de là, on peut accéder à ces financements internationaux. Ok, bon, je n'ai pas entendu la fin, le réseau a balancé un peu. Viens au MOOC, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ou faire une remarque? Je vous entends de très loin. Moussa Koulibaly, Oui, bonjour Eric. bonjour. Oui, ma question c'est, au fait, je voudrais juste savoir quelles sont les spécificités des pays africains, donc comparés aux autres pays en développement, notamment les pays d'Amérique latine ou les pays asiatiques, en matière de gestion des déchets, évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup de pays sud-américains enfin, il y a un certain nombre de pays sud-américains qui sont dans des situations comparables d'un certain nombre de pays africains. Parce qu'en fait, ça dépend du niveau de vie et du niveau d'urbanisme. Donc, euh, je pense que par exemple, les pays du Maghreb ont des productions de déchets qui sont assez comparables à ce qui peut se passer au Brésil, par exemple. Euh, euh, mais le Brésil, c'est aussi des réalités qui sont très différentes entre des très grandes agglomérations et puis des zones rurales. Donc, mais en tout état de cause, le fossé, il est entre les pays du Nord, les États-Unis, l'Europe. L'Europe de l'Est, c'est encore un peu autre chose. Et, euh, et aujourd'hui, on pourrait dire la Chine, le Japon, la Corée, etc. Et quelques pays asiatiques qui sont aujourd'hui très développés. Le reste, ils ont des problématiques qui sont très différentes et qui se ressemblent. Et je pense en particulier à un projet qu'on est en train de suivre au Brésil, qui s'appelle BN Petro, et qui vise à aller rechercher les déchets dans les décharges pour en créer des carburants à partir de ces déchets. Voilà, ça, c'est des projets qui peuvent intéresser tous les pays du Sud et qui sont encore un petit peu décalés par rapport aux pays du Nord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou faire une remarque? J'ai vu qu'il y avait Hassan El-Bari. Personne ne veut faire de remarque? Peut-être quelque chose, s'il y a encore une minute. Bien sûr, bien sûr. On sous-estime peut-être parfois la réutilisation. Il y a quand même des techniques de nettoyage par UV qui permettent une réutilisation immédiate, Tout à en fait. particulier des emballages, emballages, je dirais, non composites. Quoique même les composites peut-être. Enfin, c'est à vérifier. Oui, c'est-à-dire que toutes les études là, qui sont en train de sortir montrent que la réutilisation des contenants en plastique, c'est pas la même chose que le verre, hein. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'il y ait des précautions qui soient prises, et y Oui, compris oui, bien sûr. j'ai fait un certain nombre j'avais fait un post l'autre jour sur LinkedIn pour dire que j'étais très réservé sur les projets pourtant soutenus par des institutions internationales qui visent à créer des matériaux de construction à partir du plastique mélangé à des plastiques usagés
mélangés à de la terre, je pense qu'il faut bien se rendre compte que les plastiques en général ne sont pas des matériaux tout à fait anodins en termes d'impact environnemental, y compris, Absolument, tu as tout à fait raison. y compris en, Vous avez tout à fait raison, excusez-moi. bien, bien sûr, non, non, mais c'est pas aucun problème. Bien sûr, en matière d'incendie, on sait que le plastique qui brûle, bah, c'est pas tout à fait comme de la pierre. Et puis aussi dans les effritements de microparticules. Et donc, voilà, ce sont des choses qu'il faut regarder quand même à deux fois. Oui, et puis même au niveau des produits relargués et sous l'effet de la chaleur. Exactement, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Bah, écoutez, si Allô, on, vous m'entendez? oui, Bonjour. Euh, Mon nom est Martin Houle, je vous appelle du Canada. le Canada, c'est loin. On vous entend très mal. Non, je vous entends pas. N'hésitez pas à me contacter Bonjour. pour poursuivre. J'ai Boris. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mademoiselle ou madame. Qui prend la parole? Allô? Oui, oui, on vous entend très bien. Merci, merci. Je disais que je vous remercie infiniment pour votre présentation et votre initiative. C'était très intéressant. Merci infiniment. Et je vous souhaite un très bon déconfinement. Euh, Et vous êtes du Maroc? oui, oui, je suis du Maroc. On espère surtout pouvoir venir au Maroc très vite. Soyez la bienvenue, avec plaisir. Soyez la bienvenue. Ma question, ça concerne les déchets ménagers. J'aimerais bien savoir quels sont les critères sur lesquels on doit se baser pour choisir la meilleure méthode ou bien la meilleure méthodologie de traitement et de gestion des déchets, surtout qu'ils sont composés d'une matrice qui est très complexe, qui nécessite une très grande caractérisation qui est très spécifiée et détaillée. Alors, Mhm. surtout la méthanisation, est-ce qu'on peut considérer la méthanisation un bon traitement? Sinon, sur quels critères on doit se baser? Et quel est l'état d'avant et quel est l'état de gestion des déchets ménagers en France? Merci. Alors, j'ai un peu parlé de la situation française. La méthanisation, c'est un cas très intéressant. Devant la difficulté, je parle de ça il y a 10 ans, devant la difficulté d'acceptation et de l'enfouissement et de l'incinération, on a essayé de vendre aux élus en France qu'ils pouvaient remplacer ça par de la méthanisation. C'est totalement faux. Et quand vous dites quelle est la meilleure technique de traitement de déchets, moi, je peux vous donner comme réponse qu'il n'y a pas de meilleure technique. Il y a des meilleures techniques adaptées à une situation. Je prends un exemple. Dans une zone très dense comme Paris, très très dense, c'est très difficile de faire rouler des camions, où on peut avoir des réseaux de chaleur ou des réseaux de froid
Ça peut être intelligent, y compris en matière de santé, hein. On voit bien quand il y a une grande pandémie comme on vient de traverser, qu'on peut avoir besoin d'avoir des incinérateurs. Donc l'incinérateur, il peut avoir du sens là. Un incinérateur à la campagne ou loin de la ville, il a peu de sens. Et la méthanisation, elle a des qualités à partir du moment où on met dedans des produits qui sont faits pour être méthanisés et qui sont toujours un petit peu pareils, qui sont maîtrisés. C'est très difficile de maîtriser la gestion d'un méthaniseur. En gros, c'est comme un estomac, et donc il réagit à ce qu'on met dedans de manière très forte. Donc, il faut être sûr qu'on va mettre des déchets qui vont être toujours un petit peu les mêmes, dans des mêmes proportions et qui sont faits pour être méthanisés avec des mélanges, par exemple, de déchets d'alimentation et de déchets verts. Mais la méthanisation, c'est une très bonne technique qui peut être, qui a l'intérêt de pouvoir être dans des petits formats ou dans des grands formats. Là, on travaille, par exemple, sur un projet pour le Togo, où on réfléchit à mettre des petits méthaniseurs agricoles qui sont produits en France, qui n'ont pas besoin qui sont des poches en fait, qui n'ont pas besoin d'infrastructures bâties. Donc, vous voyez, après, il y a des gros méthaniseurs, mais un gros méthaniseur, il faut lui mettre dedans des bons produits. Si on lui met des bons produits, il a un bon rendement. Si on ne met pas les bons produits et s'il change tout le temps, il a un mauvais rendement et donc économiquement, il ne va pas être intéressant. Un méthaniseur, il ne faut pas le mettre en centre-ville. Parce qu'un méthaniseur, il peut y avoir beaucoup de mouches. Ou alors, il faut le mettre sous vide, comme ça a été fait en France. À Montpellier, par exemple, ils en avaient mis un au milieu de la ville. Et donc, il y avait des grosses mouches, c'était insupportable. Donc, il a fallu le dépressuriser, ça coûtait très cher. Et puis, il faut savoir qu'un méthaniseur, vous allez à la sortie faire du gaz, donc c'est très intéressant. Et puis, avoir un sous-produit qui va permettre de faire du compost. Et donc, pour qu'on puisse faire du compost, il va falloir qu'il n'y ait pas eu de métaux lourds, il faut que les déchets soient très bien triés. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe quoi dedans, autrement, le compost, il est impropre à être mis dans les champs. Et donc, on se retrouve avec un volume de déchets qui est pratiquement le même que celui qu'on avait à l'entrée. Donc voilà, il y a beaucoup de contraintes, mais c'est aussi une très bonne technologie quand c'est maîtrisé. J'espère avoir répondu à votre questionnement. Oui, merci. Merci infiniment. Et ça va vraiment dépendre de l'étude de faisabilité. Et il faut toujours comparer ça avec les autres techniques possibles. Et par exemple, est-ce que vous avez l'utilisation du gaz ou si vous transformez le gaz en électricité, ce n'est pas tout à fait le même rendement que si vous pouvez le mettre dans un site industriel qui va utiliser le gaz. Enfin voilà, il faut vraiment faire une étude pour prendre ce type de décision. Mais c'est ni bien ni mauvais. Voilà, ça. Et c'est vrai, en expérience depuis 20 ans dans les déchets, c'est qu'il n'y a pas c'est pas un problème religieux. Il n'y a pas à être pour ou à être contre une technologie. Elle est adaptée ou non à la situation, au problème donné. Il n'y a plus personne? Je vois des noms qui s'affichent. Mohamed Youssi? Oui? Allez-y. Bon, écoutez, moi, ce que je vais vous proposer, parce que ça a l'air d'être un peu compliqué, vous avez la possibilité sur mon profil LinkedIn de m'envoyer des messages.
Ce que je vous propose, c'est que toutes les questions que vous avez ou les remarques, de me les faire remonter via LinkedIn. Et comme ça, on pourra échanger par rapport à vos questions concrètes. Là, je pense que technologiquement, on est un petit peu court pour que la conversation soit dans de bonnes conditions. Donc, je vais vous remercier beaucoup. Je vous attends sur LinkedIn. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Allô, allô? Allô? Oui, Boris, Ouais, finalement, enfin. Bon, vous êtes là. oui, je vois qu'on parle beaucoup de la valorisation des déchets, du recyclage. Mais il faut se débarrasser d'abord des déchets pour en valoriser. Je prends l'exemple d'une commune qui n'a pas assez de moyens pour construire une décharge finale, mais qui a décidé par les ONG faire la précollecte. Les ONG de précollecte vont faire la précollecte et amener les déchets un peu loin de la ville, mais c'est pas sur une décharge finale. Donc, en tant que technicien un peu du domaine, on m'a posé la question est-ce que c'est bon? J'étais dubitatif sur la question parce que on peut pas laisser les déchets dans les ménages pour dire nous n'avons pas une décharge finale pour amener les déchets. Et en même temps, si on fait la précollecte et on amène les déchets au niveau de cette décharge qui n'est pas aménagée, il y a aussi, on est en train de déplacer le problème à ce niveau, quoi. Ça a été. C'est très juste comme remarque. Oui, Ce qui est important de voir, c'est que plus on va faire de valorisation, moins on va avoir à mettre dans la décharge finale. bien sûr. Donc, plus on va optimiser la valorisation, et donc des petits ou des moyens ou des grands projets, moins on aura à mettre dans la décharge finale. Et c'est ça tout l'intérêt. Bien sûr. Donc, la valorisation va se La trier question à tous. La question que je posais tout à l'heure, c'était de dire la masse des déchets, ce sont des déchets organiques et il faut qu'on ait des systèmes de valorisation de déchets organiques Oui, adaptés parce que c'est ça le plus gros. exactement. OK. Mais je suis prêt à en parler avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Oui, oui, je vais vous contacter sur LinkedIn. Merci beaucoup. OK, merci. Maintenant, je crois que c'est Mohamed Youssi. Je crois que je viens de comprendre le système, c'est-à-dire que vous êtes. Il y a une liste, mais peut-être je me trompe. Bon, écoutez, comme ça a l'air difficile, je pense que je vais arrêter là. Je vous redis, je vous remercie de votre attention et je vous redis, vous n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour échanger avec vous. De toute manière, voilà, je suis sûr que les solutions existent, petites, plus grandes, et qu'il y a aujourd'hui en Afrique des milliers d'initiatives qui peuvent éclore et qui peuvent participer à régler la question. À très bientôt. Merci Eric. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, on est garanti que je pouvais pas. Oh,